Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Je vais faire dans l'auto-congratulation cette semaine. Vous me pardonnerez d'avance. Il y a des moments dans la vie d'un podcast ou d'un podcasteur qui sont satisfaisants. Et ce moment, c'est quand la Harvard Business Review, donc une des références mondiales en termes de management, de gestion d'entreprise, publie un article qui valide ce qu'on répète ici depuis quand même quelques années. Donc l'article date de novembre 2025, s'intitule « Become an Octopus Organization », donc devenez une organisation poulpe. Donc deux auteurs dressent un constat qui est sans appel. Les entreprises d'aujourd'hui sont encore construites sur l'ancien modèle. Alors ils utilisent la référence du magicien d'Oz, qui n'est pas forcément connu par chez nous. Et donc dans le magicien d'Oz, il y a ce personnage, The Tin Man, qui est le bûcheron en fer blanc. Et puis qui marche un peu rigidement comme ça. Donc on a des entreprises rigides, un peu rouillées, qui manquent de cœur, mais qui sont surtout conçues pour un monde compliqué, donc prévisible, un peu comme une machine, alors qu'on vit dans un monde plutôt complexe, et donc imprévisible, comme la météo par exemple. Et donc, cette distinction entre compliqué et complexe, on en a souvent parlé, on en a parlé avec le modèle de Cynefin, qui doit être l'épisode 46 ou 49, je crois. Et donc, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait, parce que je pense qu'il y a des organisations qui se mettent sur de mauvais chemins pour résoudre de vrais problèmes. Parce que si on considère le problème comme compliqué, eh bien, on va adopter une certaine stratégie pour le résoudre, évidemment, puisque l'analyse nous aura indiqué que c'est un problème compliqué, donc on va prendre un blueprint, on va prendre un plan, alors que si c'est un problème complexe, on doit adopter d'autres méthodes. Alors, leur solution, justement, à nos deux auteurs de Harvard Business Review, c'est de s'inspirer du poulpe. Et donc, on va voir pourquoi cette métaphore. C'est pas juste une jolie image, hein, un poulpe, c'est mignon, hein, mais que ça peut vraiment être un modèle opérationnel intéressant. Et puis du coup, si vous écoutez Leadershift, vous êtes déjà, en fait, sans le savoir, un céphalopode. Alors, pourquoi est-ce que nos deux auteurs, donc Phil Lebrun et Jana Werner, donc lui anglais je crois, elle allemande ou autrichienne, pourquoi ils choisissent le poulpe? Alors c'est pas pour les 8 bras, on pourrait dire il a 8 bras comme ça fait plus de boulot, résilience, machin, non absolument pas. C'est pour le système nerveux du poulpe qui a une particularité biologique intéressante, c'est que la majorité de ses neurones ne sont pas dans le cerveau central mais dans les tentacules. Donc les 8. Et donc chaque bras en fait est capable de penser, entre guillemets, de sentir, de goûter avec les espèces de petites ventouses qui sont au bout, et du coup de décider de manière autonome sans attendre l'ordre du cerveau central. Donc c'est exactement ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est ce principe qui dit que les décisions doivent être prises le plus près de là où elles seront appliquées, ou là elles auront un impact, pour autant que les personnes en question soient compétentes pour. Mais ce principe de subsidiarité, il est mis biologiquement en œuvre par notre poulpe. Donc, dans l'organisation Tin Man, l'ancienne, l'usine classique, le cerveau, il est en haut, c'est le COMEX, ou le COMDIR, ou le CODIR. Et puis les bras sont en bas, c'est le terrain. Et donc les bras attendent que le cerveau leur dise quoi faire. Alors le temps que l'info remonte et que l'ordre descende, le client est déjà parti, peut-être pas, mais le problème, ça va peut-être grandi ou le client est peut-être déjà furieux. Alors que dans l'organisation poulpe, le bras, donc l'équipe locale, la team, la squad, on l'appelle comme on veut, a l'intelligence et une partie de l'autorité pour agir. Et donc le rôle du cerveau central change, c'est de commander, mais plutôt de coordonner. Donc c'est la raison pour laquelle nos auteurs ont choisi le modèle du poulpe, cette idée de décentralisation de la prise de décision. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de modèle opérationnel? Comment est-ce qu'un poulpe organisationnel peut fonctionner? Alors, il suggère 3 piliers: clarté, responsabilité, curiosité. Regardons ça. Clarté. Alors, pour que les bras partent pas dans tous les sens, parce que c'est un peu ce qui risque de se passer. On en parlera bientôt d'ailleurs, je fais un petit trailer, on en parlera bientôt avec un expert en gouvernance partagée, que je vais inviter ici dans Leadershift, mais évidemment, s'il n'y a pas d'intention commune quasi absolue, les bras partent dans tous les sens. Donc il faut cette intention. Donc le poulpe ne micromanage pas le mouvement de chaque ventouse, par contre il donne la direction.
Donc en traduction leadership, ça veut dire ce dont on parlait il y a peut-être la semaine dernière ou même la semaine d'avant, cette fameuse étoile polaire, la North Star, ou la raison d'être. Sans cette espèce de principe d'alignement, ou la vision, comme vous voulez, la décentralisation, ça devient vraiment de l'anarchie. Donc raison supplémentaire pour laquelle avoir une vision claire, ou une raison d'être claire, ou une mission claire, est important. Donc, premier principe, on va obtenir de la clarté avec la raison d'être, la vision ou la mission, pour que finalement chaque bras du poulpe puisse savoir qu'est-ce qui est bon pour l'organisation versus qu'est-ce qui est bon seulement pour lui. Deuxième pilier, la responsabilité. Alors en anglais, c'est ownership. C'est plutôt le fait de se sentir propriétaire d'eux. C'est comme quand on dit à un cadre de proximité, écoute, cette équipe, c'est ton magasin. C'est un peu la même idée. Et donc ça, on va essayer de sonner la fin de la récréation, c'est-à-dire la fin de la déresponsabilisation bureaucratique. C'est pas moi, c'est le process. Dans une organisation poulpe, ceux qui font sont ceux qui savent. Ça veut dire qu'on leur donne le mandat complet, de bout en bout. Donc traduction leadership, c'est le passage de l'obéissance. Alors en anglais, on dit agency. Ça veut dire le contrôle de son activité. Donc c'est traiter des collaborateurs comme des adultes capables de discernement, puis pas juste comme des exécutants de procédures. Parce que, entre nous soit dit, les exécutants de procédures, les robots, l'IA, les logiciels, les algorithmes sont bien meilleurs que les humains pour ça. Donc, cette idée de responsabilité, c'est vraiment de donner le mandat de faire à ceux qui sont près du terrain et qui savent comment faire près du terrain. Et donc, on va coordonner les efforts en passant par la hiérarchie. Troisième pilier, la curiosité. Le poulpe est un animal qui apprend en permanence en touchant l'environnement. C'est justement l'idée d'avoir... C'est pour ça qu'il a 8 bras. Enfin, il n'y a pas de fonctionnalisme dans la théorie de l'évolution, mais je veux dire, ces 8 bras lui permettent de sentir son environnement très bien. Ah, à ma droite, il y a un caillou. Ok. L'information, c'est pas qu'elle reste dans le bras, dans la tentacule. Elle remonte au système central qui dit aux autres bras, attention, apparemment, il y a un caillou sur la droite. Et donc, c'est cette coordination qui fait que ça fonctionne. Alors que l'entreprise Tin Man, l'entreprise à l'ancienne, elle n'aime pas l'erreur, elle n'aime pas ce warning. Alors que l'entreprise Poulpe, elle se nourrit de l'erreur, justement pour apprendre. Et ça, on en a parlé dans Leadership, c'est la sécurité psychologique d'Amy Edmondson. Si on punit l'erreur, si on punit le fait que le tentacule dise « Ah, attention, on a raté un truc, en fait, on est en train de se prendre un caillou », les tentacules, ils arrêtent d'explorer. Et le poulpe meurt de faim parce que, simplement, il ne peut pas trouver de la nourriture. Donc, cette idée de curiosité et d'apprentissage est absolument essentielle pour ce genre d'entreprise du XXIe siècle. Mais ce que je trouve intéressant dans cet article, c'est que, alors, on est un peu dans la théorie là, et donc il identifie plutôt ce qu'ils appellent des anti-patterns ou des anti-schémas. Et en fait, ces anti-schémas, ce sont des habitudes qu'on a prises à l'ère industrielle, je dirais au XXe siècle, qui à l'époque étaient tout à fait pertinentes, potentiellement, mais qui deviennent, je ne veux pas dire impertinentes, mais qui deviennent moins adaptées, qui sont peut-être inadaptées. Et donc ces habitudes potentiellement peuvent devenir toxiques et nous empêcher le poulpe de bouger. 3 anti-patterns. Le premier, illusion de la certitude. Le deuxième, optimisation locale. Le troisième, leader héroïque. Alors on les prend les 3. Anti-pattern numéro 1, l'illusion de la certitude. C'est tout ce qui est planification déterministe absolue. Donc les réflexes, si vous voulez, du Tin Man, c'est de croire qu'on peut prédire l'avenir. Ça veut dire qu'on passe 3 mois à faire des budgets annuels, ligne par ligne, et puis on demande des roadmaps, produits, précises à 18-24 mois. Mais ça va tuer le poulpe, ça, parce que le monde est beaucoup plus complexe et donc beaucoup plus imprévisible. Donc un plan rigide devient obsolète, en fait, à partir du moment où il est imprimé ou communiqué. Et en suivant le plan à la lettre, on rate peut-être même une opportunité importante. Et donc la correction que le poulpe apporterait, c'est qu'on va remplacer la planification avec un P majuscule plutôt par des dynamiques d'adaptation avec un A majuscule. Donc on fixe un cap, la fameuse vision ou la fameuse stratégie pour l'année, mais le chemin se dessine en marchant. On ne sait pas où il y aura le caillou, où il y aura l'arbre en travers de la route. Donc c'est parce qu'on fait des itérations qu'on y arrive. On ne demande pas est-ce qu'on suit le plan, on dit mais est-ce qu'on crée de la valeur? Est-ce que c'est quelque chose qui amène de la valeur aujourd'hui et qui va réaliser la vision? Donc on est dans un fonctionnement qui est beaucoup plus flexible d'un côté, puisque de jour en jour ça va être flexible. Par contre, on est beaucoup plus rigide sur la vision et là où on veut aller.
Donc, anti-pattern numéro 1, illusion de la certitude parce que planification déterminante. Anti-pattern numéro 2, optimisation locale. Ben ça, c'est les silos. Le réflexe de la machine, de la métaphore mécaniste, comme je l'appelle souvent, c'est que chaque département optimise sa propre performance. Le directeur IT est tout content parce qu'il a réduit ses coûts, mais il vient de rajouter 20 minutes à chaque commercial qui va faire une offre. Ça tue le poulpe, parce que le client, il se fout royalement de savoir si on a des départements ou pas. Il traverse l'organisation horizontalement, le client. Il travaille avec les commerciaux, qui travaillent avec un système IT, dans des conditions de travail fixées par les RH, et donc le client, lui, il travaille horizontalement, pas verticalement. Donc si les tentacules ne se parlent pas, quelque part, s'il n'y a pas de coordination entre les différents tentacules, le poulpe, il s'en mêle, il tombe. Donc l'optimisation locale crée souvent une sous-performance globale. Et ça, on le sait. La seule vraie optimisation qu'on doit faire, c'est une optimisation globale. On a pris déjà dans Leadership la métaphore de l'équipe de foot. Si vous dites à la défense de défendre, à l'attaque d'attaquer, vous n'allez pas forcément gagner des matchs. Par contre, si vous dites aux deux sous-équipes, parce que si vous, revenons à cette métaphore, si vous dites à votre défense de défendre, vous allez prendre des rocks, vous allez prendre des mecs qui courent à 2 à l'heure, mais alors qui ont une vision et puis qui savent très bien tacler. Je simplifie. Si vous dites que on va optimiser l'attaque, vous allez prendre une équipe des attaquants qui vont être très rapides, mais par contre qui ne sauront pas se retourner pour regarder ce qui se passe derrière eux, qui ne sauront pas revenir vite en défense, et votre équipe va perdre. Alors que si vous dites j'ai 11 joueurs, on va optimiser l'équipe, potentiellement ça veut dire que vous allez devoir sous-optimiser certains sous-systèmes. Donc oui, vous allez prendre un attaquant un peu plus lent, par contre il a une supervision d'ensemble de ce qui se passe derrière lui. Par exemple. Donc, la correction du poulpe, c'est on raisonne plutôt en flux, en globalité. On essaie de casser les silos pour créer des équipes plutôt multidisciplinaires responsables d'un problème client de A à Z. C'est pour ça d'ailleurs que les task force sont comme ça appréciés dans les entreprises. Vous vous êtes déjà posé la question, vous avez certainement fait des task force chez vous. Il y a une espèce d'énergie qui se dégage quand on est en task force. Alors il y a une urgence client souvent, mais il y a quelque chose qui se dégage. Les gens sont contents de pouvoir collaborer entre eux. Parce que souvent, dans ces task force, on va mettre une personne du département A, du département B, du département C, ou de l'équipe A, B, C. Et donc, la raison pour laquelle ça marche aussi bien, c'est parce que les gens ont l'impression de vraiment créer de la valeur, d'être utiles. Et donc, la correction à apporter par rapport à cette optimisation locale, c'est d'essayer de beaucoup plus travailler de manière transversale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Potentiellement qu'il va falloir casser les liens hiérarchiques dans les équipes opérationnelles et puis trouver une autre forme de collaboration. Anti-pattern numéro 3, le leader héroïque ou la leader héroïque, et qui devient évidemment le goulot d'étranglement. Le réflexe de notre bûcheron en métal, là, c'est que c'est le chef qui a la réponse. C'est le chef qui décide, parce qu'un chef c'est fait pour cheffer. Donc en cas de doute, on escalade le problème vers le haut. J'entends ça tout le temps. La hiérarchie est un mécanisme de validation, mais ça tue le poulpe parce que c'est beaucoup trop lent. Si le cerveau central doit valider chaque fois qu'il y a un mouvement de tentacules, chaque fois qu'on a 2 tentacules qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres, l'animal il meurt de faim. Et donc le leader héroïque, celui qui veut absolument tout décider, ou celui dont on veut qu'il décide tout, parce que c'est pas toujours sa faute, devient le frein principal de l'organisation. Et donc la correction d'Octopus, c'est que le leader, c'est pas celui qui sait, c'est celui qui donne le contexte, c'est celui qui dit voilà dans quel contexte on bouge, voilà quelles sont les priorités, voilà pourquoi c'est important, pour que les autres puissent décider. Et donc on passe du command and control, ou, alors, on l'appelle comme on veut, context and coordination, ou context and trust, vous l'appelez comme vous voulez. Vous voyez que ces anti-patterns, quelque part, dans un ancien monde, ils avaient leur raison d'être. C'est pas qu'on a fait faux. Ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut qu'on se débarrasse. Mais, par contre, on est dans un monde qui a changé, qui est un peu plus complexe, et donc ces patterns, ces schémas, deviennent des empêcheurs de tourner en rond. Et donc, je pense que cet article de HBR est une excellente nouvelle. Parce qu'il marque officiellement la fin de l'ère du management command and control. Ce qui est une bonne chose. Parce qu'en plus de tous les désavantages organisationnels qu'on vient de voir maintenant, il y a beaucoup de désavantages psychologiques, au niveau motivationnel, au niveau confiance organisationnelle par exemple. Donc, on dirige plus une entreprise comme on pilote une machine à vapeur, la fameuse métaphore mécaniste, mais en tirant sur des leviers, en tournant des roues. Pensez au film avec Charlie Chaplin, Les temps modernes. Mais on dirige une entreprise comme on cultive un organisme vivant. C'est pour ça que j'aime bien la métaphore du jardin.
Donc la prochaine fois qu'on vous traitera de poulpe au bureau, prenez-le pas mal, au contraire, c'est plutôt le signe que vous êtes intelligent, résiliente, et que vous avez compris que la décision doit se prendre là où se trouve l'information, au bout du tentacule, au contact du client, et pas nécessairement vers le chef. Voilà, j'espère que cet épisode métaphorique, biologique vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.